Bonsoir, ravi de vous retrouver sur Al24 News et une nouvelle édition spéciale qu'on va consacrer ce soir au dossier du Sahara occidental qui est, vous le savez, plus que jamais au cœur de l'actualité. Au Sahara occidental, les pires exactions sont commises au quotidien par l'occupant marocain à l'égard du peuple sahraoui, avec en ligne de mire les militants sahraouis qui tous les jours sont violentés, réprimés. L'exemple le plus saisissant, celui de Sultana Khaya, devenu icône de la résistance du peuple sahraoui. Les prisonniers politiques, eux, sont aussi victimes de la machine répressive du Maroc, dépourvus de leurs droits les plus fondamentaux face à un régime marocain qui, semble-t-il, se croit sans limite. On en parle ce soir avec nos invités. Claude Bangin-Asfari, bonsoir. Vous êtes défenseur des droits humains, connu pour votre engagement en faveur de la cause sahraoui, étant, rappelons-le, l'épouse du militant Narma Asfari, actuellement détenu politique depuis les événements de Gdimizik. Merci d'être avec nous, Madame Asfari, sur Al24 News. El Kanti Bala, on tente de le joindre. Il est militant et politologue sahraoui. Et pour décrypter donc la situation au Sahara occidental, Abdelkader Soufi est également notre invité. Bonsoir, Monsieur Soufi. Bonsoir. Alors, face à un régime marocain de plus en plus violent dans ses pratiques, les Sahraouis ont décidé de riposter avec l'aide d'ONG internationales. Une plainte collective de 4 militants sahraouis vient d'être déposée il y a 2 jours contre le Maroc devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Madame Asfari, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette plainte qui a été déposée contre le Maroc pour torture? Alors d'abord, ce sont des plaintes individuelles, mais nous les avons déposées les 4 le même jour pour faire plus de poids. Donc il s'agit de 3 prisonniers de Gdimizik, donc qui sont en prison depuis 12 ans, et puis un du groupe des étudiants dits de El Wali, qui ont été condamnés aussi à de longues peines. Et nous travaillons depuis plus de 2 ans avec tout un collectif d'avocats et d'ONG pour avancer sur ces cas. Et ça a été, nous l'avons fait dans des conditions très difficiles parce qu'il y a eu la pandémie qui nous a empêchés de nous réunir. Puis après, nous avons eu Pegasus qui nous a surveillés. Et donc, tout était transmis en direct aux Marocains, ce qui fait que, par exemple, nos correspondants à la Youn qui faisaient nos intermédiaires avec les familles, puisqu'il nous fallait les témoignages pour recueillir les témoignages des torturés, eh bien, a été tabassé, a été enlevé. Et donc, nous avons encore là pris du retard. Mais finalement, nous sommes arrivés à les déposer jeudi 9 juin et nous sommes très contents d'avoir réussi à le faire. Il faut savoir qu'il y a déjà eu des plaintes déposées contre le Maroc pour torture. Oui. La première a été celle de Nama Asfari, pour laquelle le Maroc a été condamné en 2016. Et puis récemment, 3 autres Sahraouis ont été condamnés. Les 3 plaintes de 3 autres Sahraouis ont abouti à la condamnation du Maroc à la session du Comité contre la torture de novembre 2021. Donc il y en a un dont on ne dit pas le nom, qui est anonymisé, mais les 2 autres, il s'agit de Abaa et de Monsieur Ndour. Alors, vous l'avez dit, Madame Mangin, ce n'est pas la première fois que le Maroc est condamné pour torture à l'ONU. El Kanti Bala, bonsoir. Vous êtes militant et politologue sahraoui. Vous aussi, vous avez vécu les conditions de réclusion dans les geôles marocaines. Monsieur Bala, comment percevez-vous cette nouvelle plainte, cette fois-ci collective ? Eh bien, c'est un travail courageux de la part déjà des prisonniers sahraouis d'avoir fait la démarche, de leurs familles, des associations qui les soutiennent. Je pense notamment à la CAT, à la Ligue. Et donc, c'est un pas en avant vers l'affirmation du droit des Sahraouis, mais aussi vers la démystification de ce régime colonialiste qui agit comme par la propagande. C'est comme dans les villages Potemkin d'antan où
qualifie ou on présente le Maroc, y compris le Sahara occidental, sous un beau jour, mais en réalité, il suffit de gratter un peu pour se rendre compte de la tragédie que vit le peuple sahraoui. Oui. Donc, vous l'avez vécu vous-même, El Kantiballa, vous en tant qu'ancien détenu, le Maroc, on va dire, subit, pardon, donc les Sahraouis subissent les pires exactions de la part de l'occupant marocain. On en parle avec donc Abdelkader Soufi, politologue. Vous êtes avec nous, monsieur Soufi. Que peut-on dire sur l'occupant marocain actuellement? Il est plus que jamais embourbé dans une nouvelle affaire de torture au Sahara occidental. Le premier contingent marocain qui avait ordre de mission d'éliminer ou d'éradiquer toute forme de vie sur le territoire sahraoui occupé. Donc cela explique un peu la mentalité avec laquelle les Marocains se sont engagés dans le territoire occupé des Sahraouis, ça veut dire éradiquer toute forme, et ce qui importait pour eux, c'était plus le sous-sol sahraoui que le bien-être de l'être humain. Oui. Aussi, en plus, le fait d'avoir accepté de se partager le territoire dans un premier temps avec la Mauritanie explique encore une fois que le plus important, c'était comment conquérir qui ne sont pas les leurs. Et à partir de là, donc, a commencé le calvaire des Sahraouis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons vu une forme de chasse à la sorcière. Et en définitive, donc, les Sahraouis, où ils sont réprimés, où ils sont interdits de vie normale, interdit de parole, toute forme justement de tyrannie, toute forme de traitement, de mauvais traitement envers les Sahraouis, dont certains sont incarcérés, d'autres sont portés disparus. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous avons vu que l'interdiction à toute forme d'intervention d'organisation gouvernementale, d'associations qui ont, heureusement, maintenant avec les réseaux sociaux, nous avons pu constater l'ampleur de la tyrannie, l'ampleur des dégâts assignés aux Sahraouis. Mais heureusement qu'il y a justement ce type de mouvement qui se constitue pour défendre le droit de l'homme. Aujourd'hui, le Maroc est un État vassaillant de servitude, un État voyou, mais plus donc un État qui est au service d'entités, de multinationales, d'entités radicales. Donc le Maroc, Monsieur Soufi, poursuit sa politique de colonisation dans la répression, dans la violence. Claude Mangin, Asfari, vous êtes on peut le dire, l'une des victimes de cet État occupant du Maroc. Vous pouvez justement témoigner de l'ampleur de cette répression marocaine à l'égard de votre personne et à l'égard également de votre mari. Et effectivement, d'autant plus que nous nous servons, comme l'a dit Kanti, nous nous servons du droit, c'est-à-dire comme le peuple, comme le Polisario, comme la République de l'Arabe Sahraoui démocratique, nous utilisons tout ce que le droit nous permet de faire. Oui. Et pas à cause de cela, nous subissons les représailles. Comme vous le savez, quand l'ONU a condamné le Maroc pour torture pour Nama, il est bien spécifié dans les recommandations que les familles ne doivent pas subir de représailles. Or, moi-même, je suis victime de représailles puisque ça fait 5 ans que je n'ai pas eu le droit d'aller au Maroc voir mon mari. Je l'ai vu une seule fois parce que j'avais fait une grève de la faim de 30 jours. Et ça, on ne peut pas toujours le recommencer. Je ne vais pas faire une deuxième grève de la faim pour obtenir mon droit de visite. Donc, dans quelles conditions est-il détenu actuellement? Quelles sont les conditions de détention de M. Narma Asfari? Alors, est-ce que vous avez des nouvelles? Il est détenu tous les prisonniers depuis 5 ans ont été répartis dans 6 prisons au Maroc et non pas au Sahara occidental comme le stipulent les conventions de Genève, c'est-à-dire très loin de leur famille.
Il y a 7 prisonniers de Gdemizi qui sont à Kenitra avec Nama. Et parmi les nouvelles plaintes que nous avons déposées, il y a celle de Mohamed Lamine Haddi, Oui. qui est en l'isolement total, 23 heures sur 24, depuis 5 ans à la prison où il est incarcéré. Et donc, il a fait une grève de la faim de 69 jours l'année dernière pour dénoncer cette manière de fonctionner de la part de l'administration pénitentiaire, et ça n'a pas rien changé. Il a voulu en refaire une il y a quelques semaines, et là, il a été tabassé, violenté, parce qu'il voulait refaire une grève de la faim. Donc tout ça, c'est marqué dans la plainte que nous avons déposée le 9 juin. Donc il y a vraiment parmi les 19 prisonniers de Gdemizi actuellement, il y en a plusieurs qui subissent cet isolement total, qui est une forme aussi de torture. Je me demande dans quel état tous ces jeunes hommes, qui sont maintenant moins jeunes, depuis 12 ans, vont sortir, Oui. dans quel état psychique ils sont quand on est à l'isolement 23 heures sur 24. Elkan Tiballa, vous, en tant qu'ancien détenu, lorsque vous écoutez ce genre de témoignage, ça doit vous faire quelque chose. Oui, tout à fait. Les Sahraouis, en tout cas ceux qui étaient avec moi à Galat Mgouna, à Skoura et autres centres lugubres de détention, nous avons bien vécu en chair et en os ce que réellement les autorités marocaines préparent et programment pour les Sahraouis, c'est-à-dire disparition totale. C'est là l'objectif du régime marocain, faire disparaître concrètement, matériellement le peuple sahraoui, parce que le peuple sahraoui en tant que tel est l'unique propriétaire souverain de ce territoire sahraoui qu'il a envahi, qu'il a annexé. Oui. Et donc, voilà. On aimerait également savoir ce que vous avez vous-même vécu lorsque vous étiez détenu politique. Il est important de dénoncer les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers politiques sahraouis. Eh bien, je n'avais pas encore 17 ans lorsque j'ai été enlevé par l'armée marocaine, torturé pendant plusieurs jours par cette même armée et par les services secrets marocains. Puis j'ai été forcé à signer un procès-verbal que je n'ai pas vu parce que j'avais les mains ligotées et les yeux bandés. J'ai juste entendu quelqu'un dire « emmenez-le à exécution ». Oui. Et finalement, l'exécution, c'était se retrouver dans des centres clandestins qui ne sont pas répertoriés sur les listes des prisons officielles du Royaume du Maroc, avec des centaines de Sahraouis, hommes, femmes, enfants. Et donc voilà ce que j'ai vécu en partie. Mais j'aimerais souligner pour vos auditeurs quand même une chose très importante. Mm-hmm. Dans ce drame du Sahara occidental, il y a ce drame droit de l'homme que vit les populations sahraouies. Tout à fait, et oui. qui est dénoncé heureusement aujourd'hui par le comité contre la torture de l'ONU. Mais il y a autre chose. C'est ce hold-up qui a été fait sur tout un peuple et sur tout un pays par un Maroc qui ne se considère ni comme puissance administrante, ni comme puissance occupante, ni rien du tout. Il n'a aucun statut sur le Sahara occidental. Et je pose la question, de quel droit jugent les Sahraouis? Ils ne sont pas marocains. Ils ont été arrêtés sur le territoire du Sahara occidental. Il n'a donc aucun droit ni de les arrêter, ni de les juger, et encore moins de les torturer. Monsieur Soufi, quand on écoute ces témoignages, il faut également souligner que toutes ces exactions sont commises dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Il y a un véritable blackout imposé par le Maroc sur toutes ces violations du droit international. Oui, c'est malheureux au fait quand vous entendez ces témoignages qui sont des expressions vivantes de ce que peut en subir le peuple sahraoui depuis maintenant, on va dire, au moins depuis 1975. Alors,
une forme de, j'allais dire, D'impunité? de tuerie internationale. Elle est là, elle voit en réalité, elle voit, elle écoute, mais elle ne parle pas. Les organisations non gouvernementales, les associations, les États voisins qui ont de tout temps dénoncé cette forme de répression. D'ailleurs, c'est le propre de ce régime du Marzen contre même sa propre population, donc contre même les Marocains. Nous avons vu ces derniers temps un ras-le-bol citoyen qui arrive à implosion. Donc regardez, ça peut nous donner à peu près l'ampleur des dégâts et de manipulation par rapport à ce qui se passe dans les territoires occupés, parce qu'on essaie d'occulter et de ne pas laisser passer l'information, malheureusement, des fois avec la complicité de certains États, notamment la France et l'Espagne. L'Espagne, pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, elle a la responsabilité historique, elle était la force coloniale. Et au sortir, parce qu'il faut mettre cela dans son contexte, déjà dans le début des années 60, la question sahraoui était inscrite à l'ordre du jour pour la décolonisation. En 75, elle a été inscrite à l'agenda Des du Nations Conseil Unies. de sécurité. Oui. Et en 90, il y a eu une récapitulation du roi du Maroc qui a accepté d'aller justement aux urnes et laisser donc la parole à cette solution pacifique politique. Néanmoins, l'intérêt majeur de certaines puissances, comme je disais, et de forces occultes, de multinationales, a fait qu'on a créé un statu quo pour que cela dure tel que c'est. Ni les Sahraouis auront leur droit à l'indépendance, ni les Marocains arriveront à éradiquer le peuple sahraoui. Alors je reviens justement à Madame Claude Asfari. Vous êtes vous-même interdit de territoire marocain. Comment percevez-vous le fait que tout ce qui se passe actuellement se fasse dans un silence assourdissant de la communauté internationale, Madame pourtant, vous êtes soutenue par la CAT et la Ligue pour la protection des prisonniers politiques sahraouis. Le problème, c'est que la MINURSO n'a jamais eu le statut de surveillance des droits de l'homme, contrairement à toutes les autres missions des Nations Unies. Donc, effectivement, il n'y a pas de témoins de ce qui se passe dans les territoires occupés, pas de journalistes. Aucun journaliste ne peut y aller, aucun militant, puisque depuis janvier 2014, il y a plus de 320 solidaires, des eurodéputés, des syndicalistes qui ont essayé d'aller dans les territoires occupés. Donc ça veut dire que depuis 8 ans maintenant, le peuple sahraoui se résiste dans l'invisibilité, puisque personne n'a le droit d'y aller, sinon ils se font expulser. Même en Palestine, il y a des reportages, même en Palestine, il y a des journalistes. Oui. Eh bien, ce n'est pas le cas au Sahara occidental occupé, et c'est à 3 heures de Paris, et personne ne le sait. Et quand nous nous adressons au ministère des Affaires étrangères, comme je l'ai fait récemment, pour pouvoir leur demander leur soutien pour aller voir mon mari, ou bien quand je fais écrire par des députés français, comme ils l'ont fait récemment, une députée macroniste et une députée communiste, eh bien la réponse de M. Le Drian a été de dire que le Maroc est souverain. Et moi, je dis, le problème, c'est que le Maroc est souverain en France, puisqu'il a le droit de faire ce qu'il veut pour nous empêcher de parler. Avec Pegasus, il a essayé de le faire. Il a empêché le maire d'Ivry de le faire dans son propre conseil municipal. Et en toute impunité, les Marocains font ce qu'ils veulent en France. Et nous n'avons pas le droit d'aller là-bas, même quand on le fait tout à fait pacifiquement et tout à fait selon notre droit. Alors, donc, on est en statu quo, effectivement, là aussi. Cependant, début mai, du 7 au 10 mai, nous avons réussi à faire réunir toutes les familles de Gdemizik à Rabat, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans.
Et il y a eu une délégation internationale de juristes, françaises, suisses, norvégiennes et américaines, qui a pu passer 4 jours à Rabat. Ils ont expulsé la responsable norvégienne, mais ça a eu lieu quand même. Et donc, ils sont allés voir les ambassades et ils se sont rendus compte que les ambassades, finalement, savaient très peu de choses ou bien ne voulaient pas savoir. Donc, on leur a dit qu'on leur a envoyé des informations. Et en tout cas, ça a permis aux familles sahraouies de revoir leurs prisonniers, bien que certaines, dont l'une des épouses, Oui. qui n'avait pas vu son mari depuis 7 ans, eh bien, n'a pas eu le droit d'entrer dans la prison sous prétexte qu'elle n'avait pas de passe sanitaire, alors que dans une autre prison, on ne leur a pas demandé. Donc, vous voyez, même là, l'arbitraire est total, puisque l'administration pénitentiaire demande ou ne demande pas le passe sanitaire. En tout cas, certains ont pu entrer avec, d'autres n'ont pas pu entrer sans. Donc, c'est quand même... Donc, toujours, Alors, Madame moi, j'appelle Claude ça Mangin. de la vengeance coloniale. Claude Mangin, vous parlez donc de toutes ces initiatives qui ont été on va dire proposées. Je reviens à cette plainte collective qui a été déposée devant le comité onusien de torture El-Kantibala. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiatives peuvent peser dans le dossier du Sahara occidental en faveur de la cause sahraoui sur le plan international? C'est tout ça de prix, en fait, mais c'est pas suffisant, ça sera pas suffisant. Déjà, quand le régime marocain a été condamné dans le cas de Nama et dans le cas de Sidi Abdallah Bah, ben, le Maroc n'a rien fait depuis. Oui. Faut comprendre une chose, en fait. Le Maroc a déjà été condamné par le Conseil de sécurité en 1975 par la résolution 380 lorsqu'il a envahi et annexé le Sahara occidental. Oui. Que voulez-vous de plus? C'est le propre Conseil de sécurité qui a déploré ce qu'a fait Hassan II et lui a demandé de se retirer du territoire. Il aurait dû, si la communauté internationale était une véritable communauté internationale soucieuse du droit de l'homme et du droit international, elle aurait dû, le Conseil de sécurité, aller au chapitre 7, Oui. immédiatement, quelques peu plus tard. Oui. Il l'a fait pour le Koweït, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Oui. Il ne l'a pas fait du Sahara occidental, mais pire, 50 ans après, on voit quelques membres du Conseil de sécurité, membres permanents, qui font tout pour que le droit international soit bafoué, font tout pour que les doubles standards soient appliqués dans le cas du Sahara occidental. C'est là, en fait, le drame du Sahara occidental. Toujours... Donc, à la fois, je suis content que le comité contre la torture ait condamné le Maroc dans les cas de Asfaï Nama et ses camarades, et que ces plaintes soient aussi déposées, mais il ne faut pas non plus être trop optimiste à cet égard. Abdelkader Soufi, sur ce Sachant que point. le Maroc ne peut pas ad vitam aeternam s'échapper et s'extraire du droit international, parce que de toute façon, le peuple sahraoui est décidé d'arracher ses droits, quoi qu'il en coûte, et quel que soit le jeu géostratégique de la France, de l'Espagne ou des États-Unis. Permettez-moi de vous interrompre, Monsieur El-Kantibala. Vous avez parlé d'une politique de 2 poids, 2 mesures sur on va dire sur le plan international. Monsieur Abdelkader Soufi, sur ce point, toutes ces condamnations contre le Maroc, est-ce qu'elles pèsent réellement, à votre avis? Non, malheureusement, pas encore. Il ne faut pas d'abord baisser les bras. Il faut se dire que la France a émis quelques 20 vétos, je pense 14 vétos, contre des résolutions qui condamnaient le Maroc, qui donnaient un droit au peuple sahraoui, au Polisario. Donc, regardez la MINURSO qui a été mise en place, dont l'objectif principal était d'organiser des élections pendant 6 mois. Alors, ce sont 6 mois qui durent depuis 90-91. Regardez, donc c'est à peu près 3 décades. Et rien n'a été fait. Le problème qui est avancé, la dame le disait tout à l'heure, quant à l'action du Maroc au territoire occupé, dans le territoire occupé du Sahara occidental, il parlait de souveraineté marocaine, alors que réellement, ça, c'est ce qu'on appelle le double discours. On a attaqué la Libye, et donc par rapport à des événements à Benghazi, et là, on n'a pas parlé de souveraineté, on l'a fait en Syrie.
Ça a été fait dans d'autres pays, donc au Soudan, au Mali, Oui. et j'en passe, en Irak aussi. Et là, nous arrivons en définitive à cette forme d'injustice verticale des relations internationales, où il n'y a pas de démocratie du tout, où on ne respecte pas les petits. Donc, c'est de faire parler les armes, tel que c'est fait maintenant pour les Sahraouis, c'est de porter haut et fort la voix du peuple sahraoui. C'est ce que font beaucoup d'organisations internationales, mais ça ne suffit pas. Moi, je trouve qu'il faut attaquer le problème d'une façon frontale à même ces pays-là qui soutiennent le Maroc dans leur propre, j'allais dire, représentation diplomatique, dans leur propre représentation au niveau des assemblées, des congrès de ces États. Une autre forme peut-être aussi un peu plus différente, une feuille de route un peu qui au-delà du maintien de la cause sahraoui, peut-être donc quand on parle des événements du 13 novembre 2019, un mal pour un bien. On a presque vu disparaître la question sahraoui, si ce n'est justement cet événement-là. Petit problème de son, Monsieur Abdelkader Soufi, avec vous. Je donne la parole, et ça sera peut-être la dernière, à Madame Claude Mangin-Asfari. Est-ce que cette plainte, est-ce que toutes ces condamnations contre le Maroc représentent pour vous une lueur d'espoir pour ce qui est du cas de votre mari et pour ce qui est également de la cause sahraoui? Il est certain que le Maroc, qui se fait le héros de la Convention contre la torture auprès d'autres États, est très mal dans la mesure où lui-même est condamné pour torture. Et nous allons continuer. Il y en a eu 4 qui ont été déposés le 9 juin. Il y en aura d'autres et nous déposerons systématiquement des plaintes pour tous les Sahraouis. Et je vais vous dire quelque chose, nous aimerions bien que les Marocains commencent eux-mêmes à déposer des plaintes devant le comité contre la torture, parce qu'il y a 1000 prisonniers rifins dans les prisons marocaines qui subissent aussi les mêmes tortures. Sauf que nous, c'est un problème de décolonisation, et donc il y a aussi tout ce travail à faire auprès du Conseil de sécurité. Et donc, ce n'est pas seulement le droit qu'il faut appliquer, il faut que les politiques fassent appliquer le droit, ils fassent appliquer les conventions de Genève, fassent appliquer les décisions du comité contre la torture. Et donc, notre travail, il est aussi là de faire pression sur les gouvernements. Et nous espérons que le nouvel gouvernement français sera plus à l'écoute de tous ces cas de violation des droits de l'homme de la part de l'allié marocain. Et vous, en France, je crois qu'il est important de sensibiliser l'opinion publique de l'importance de soutenir la cause sahraoui, n'est-ce pas, Madame Asfari? Je le fais, et je le fais tous les jours, et je vais le faire à Ivry-sur-Seine, dans la ville où j'habite, qui va bientôt signer un jumelage avec un camp de réfugiés sahraouis, ce qui permettra aux citoyens d'Ivry de pouvoir y aller plus facilement, et donc de connaître aussi la vie des réfugiés sahraouis qui depuis 45 ans construisent leur État à travers la République arabe sahraoui démocratique. Merci Madame Claude Mangin-Asfari pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits humain, épouse du militant des droits de l'homme sahraoui Naama Asfari. Je remercie également Monsieur El Kanti Bala, militant et politologue sahraoui, d'être intervenu avec nous, et Abdelkader Soufi, politologue algérien, est également notre invité. Merci à vous de vos éclairages dans cette édition spéciale. Je remercie également nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis restez sur Al24 News. Bonne soirée.